Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans La jeune fille et la mort, Hélène, Gustave et Arthur ont appris la mort du garde champêtre Alfred dans la forêt. Derrière les légendes du Lébérou, ils se sont rendus sur place pour en apprendre plus. Nous reprenons alors qu'ils viennent de retourner le corps du pauvre Alfred, découvrant sur son visage un rictus de terreur. Bonne écoute de La jeune fille et la mort, épisode 2. Hélène, pour toi, ça fait écho à ce qui a pu t'arriver, et donc ça te surprend pas plus que ça. Gustave, tu te dis que peut-être ce pauvre homme, il a un certain âge, il est corpulent, peut-être il mange pas forcément bien, peut-être que le cœur a lâché, peut-être que machin. J'essaie de rationaliser tout ça, te dire qu'il y a sans doute une cause, une explication. Arthur, toi, t'es inquiet de voir ce rictus de terreur. T'es inquiet avec tout ce que tu sais du Lébérou. T'es inquiet parce que Hélène est là et ça t'inquiète aussi. Peut-être même ça t'inquiète qu'elle soit pas plus inquiète. Bah oui, en fait c'est ça, parce que il a une partie de la mâchoire qui a été arrachée. Il a des traces de griffures dans la joue, dont une est assez profonde pour qu'on voit l'os maxillaire. Il y a du sang qui s'est écoulé mais qui a séché au contact du sol. Et surtout il a un rictus de terreur. Je sais pas si t'entreprends de regarder un peu plus les blessures, Hélène. Ces marques là de griffes, c'est assez profond. Il a été pris par mais il a pas perdu une quantité de sang phénoménale. C'est pas ça qui a causé la mort. Oui, c'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de sang. Tu penses qu'en fait, son cœur a lâché. Non, surtout la chose, c'est que s'il a toujours le fusil en bandoulière, c'est qu'il l'a pas vu venir, c'est que c'était derrière. Comme pour toi, Hélène. Oui. Je regarde. Alors même si je pense qu'on a dû. À l'époque, on pourra pas dire que les scènes de crime soient très très bien respectées, mais je regarde quand même par terre, là où il est tombé, si on peut voir des traces de quelque chose. Alors en fait, c'est un sentier de terre sèche, le sous-bois, donc ça a pas gardé les traces. Par contre, tu peux remarquer que le corps, lui, il est étendu dans l'humus, mais sur le côté, il a été comme projeté ou repoussé hors du chemin. Il a cassé un arbrisseau d'ailleurs en tombant, le corps. Et il fallait une certaine force. Oui, parce que pour que Alfred il soit bougé. Non, parce que vous vous rappelez des légendes? Pas trop, non. Enfin, je vois que tu parles du Lébérou, mais parce que le Lébérou, il attaque toujours par derrière. Il te saute dessus. Et parce qu'en fait, tu dois le transporter. Il t'utilise pour que tu puisses te déplacer. Et mais alors la chose, c'est que c'est surtout la nuit qu'il le fait. Alors moi, je connais pas bien cette légende, donc je... Non, tu sais que c'est une légende, on a entendu parler plus que ça, il a l'air de s'y connaître un peu. Ouais, je suis impressionnée. est-ce que je le prends plus comme une histoire ou plus une superstition qu'il faudrait combattre? Bah, tu sais bien que les ça n'existe pas. Les âmes perdues autrefois, ils devaient expliquer les choses par des croyances et s'inventer des au moins l'avantage, mais que Dieu est là et a ouvert leur esprit et que... Oui, mais au moins l'avantage, c'est que à l'époque, quand on les racontait, les enfants, quand ils se promenaient la nuit, ils savaient très bien qu'il fallait qu'ils fassent attention et que surtout ils regardent derrière eux. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que le Lébérou te sautait dessus et ce qu'il allait de fontaine en fontaine. Et la chose est que il transmettait son mal à ses victimes. Est-ce que il a des griffes? Est-ce que il est mi-homme, mi-animal? Ça, il y avait plein de dessins, il y avait plein d'interprétations qui étaient possibles, mais la chose, c'est que de toute façon, il tuait pas les gens. C'est-à-dire, il te sautait dessus, mais là... Mais Églantine pourrait peut-être le confirmer, mais je pense que le cœur du pauvre homme a lâché, donc peut-être que le Lébérou l'a griffé et qu'il a eu peur. Au-delà même de la légende, ça fait quand même toi, Alfred, enfin il y a quelque chose dans la forêt. Ça on peut pas nier. Après,
si on n'avait pas un homme mort devant nous, je croirais une mauvaise farce de ta part et du libéraux, mais force est de constater que... Je la traquerai pas, Hélène. Non, mais bien sûr, mais disons qu'il faut prendre cette chose sérieusement, effectivement. Que ce soit un homme ou une créature, en tout cas, nous avons un mort, nous avons une blessée. Et puis il y a l'autre chose, c'est que, alors là c'est pour ça, la plupart des manifestations qu'il a sont la nuit et pas le jour. Et surtout c'est que il est connu pour s'en prendre aux jeunes filles. Et leur sauter dessus et les embrasser de force. Visiblement Hélène, il n'a pas fait ça, mais... Et aux dernières nouvelles, Alfred ne répond pas à ces catégories. Oui. Et surtout c'est qu'Alfred, il a quand même bien volé, le pauvre. Mais comme tu disais tout à l'heure, son fusil est sur son épaule. Ouais. Ça veut dire qu'il l'a pas vu. Je suppose que vous retournez oui, on va au village et vous... Oui, pour avertir le maire, et puis moi j'ai rien trouvé Églantine. D'accord. Donc vous redescendez au village et vous prenez des hommes qui vont aller chercher le corps du garde champêtre. Peut-être que tu vas voir Monsieur Hautefeuille, toi, pour l'avertir. Bien sûr. Hélène, tu pars chez Églantine, chez toi, voir si Églantine est là. Oui, j'aimerais bien. Et Arthur te retrouver. Je vais rentrer au magasin, puis un magasin qui fait office de maison, bien sûr. Pour le fermer. Oui. Effectivement, vous voyez donc chacun retourne chez soi. Les villageois sont un peu inquiets. Vous les sentez regagner plus rapidement leur maison qu'à l'habitude. Toi, tu vas prévenir le maire qui est tout inquiet, mais qui s'en remet à toi pour dénouer le mystère, parce que sans doute que Dieu doit protéger le village. Et le problème, c'est que ces gardes champêtres qui faisaient office de force de l'ordre dans le village, donc il y a des bûcherons, il y a des hommes forts, mais voilà, donc évidemment il s'en remet à toi, il est inquiet, mais il pense que tu vas, comme il t'a confié l'instruction de sa fille, il te voit comme quelqu'un de sachant, et toi tu vas retourner chez toi pour aller voir Églantine, et quand tu retournes à l'abbatiale, Gustave, tu entends les roues qui grincent de la charrette avec un rythme funeste, parce qu'ils vont amener l'homme à l'abbatiale où il va attendre son inhumation. Je sais pas, tu me diras si tu souhaites aller voir le corps ou pas. Et toi, tu rentres chez toi, Hélène, et tu vas retrouver Églantine qui est un peu affolée parce que elle a vu que t'as sorti quelques onguents. Elle dit Hélène, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui raconte tout. Je lui dis, donc c'était ce matin ou cet après-midi, je sais pas. En milieu d'après-midi. Cet après-midi, j'étais dans la forêt et tout d'un coup, j'ai eu extrêmement mal à la tête. J'ai entendu des bruits bizarres derrière moi. J'ai pas reconnu une bête, ni un loup, ni un ours. Je sais pas, c'était un mélange étrange. Et j'ai perdu la vue. Et je me suis retournée et j'ai essayé de me défendre comme une personne aveugle en lançant mes poings au hasard. Et ensuite, j'ai eu un énorme coup à la tête. Et j'ai fui. Je me suis retournée au village. Et là, il y a le garde champêtre qui est décédé. En fait, je lui vis tout comme ça, sans reprendre ma respiration. Le garde champêtre, il est mort et il a une affreuse griffure au visage. Mais il a aussi un rictus qui lui déforme le visage. Est-ce que tu crois que c'est une bête Pendant que tu parles, en fait, tu la vois, elle te manipule, elle regarde ta plaie, elle commence à prendre des onguents en même temps que tu lui parles, elle te rassure, et écoute Hélène, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit, tu te rappelles, on en a déjà parlé quand t'as ces épisodes un petit peu où il faut toujours que tu m'en parles et tout. J'ai donné des gouttes En fait, tu sais que des fois, quand t'as des visions petites, quand t'étais plus jeune, elle essaie de t'apaiser. Ça fait un peu comme des troubles, pas épileptiques, mais voilà, t'avais des espèces de choses comme ça. Et donc, elle essaie de t'apaiser tout en auscultant. Et puis déjà, elle dit première chose, Hélène, c'est bien ce que tu as fait. Tu as mis le bon onguent. Ça va pas s'infecter, voilà, sois rassuré, je suis fier de toi, t'as fait comme je t'ai appris, tout s'est bien passé. Et ça va,
tu vas pas avoir ça va passer vite, c'est pas un gros coup. Par contre, ce que tu as dit pour le garde champêtre, bah oui, je suppose que tu étais avec qui? Tu rencontres, tu étais avec Gustave et Oui, Arthur. avec Arthur, les fils Bertin. Bah, ils vont sans doute, ils vont sans doute, voilà, il doit peut-être y avoir une explication, mais on sait toutes les deux que tu as des intuitions qui sont assez fortes et puissantes et qui se révèlent bien réelles. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on en reparle demain, au calme, une fois que tu apaisé, que tu as dormi dessus et qu'on essaye de savoir un peu plus vers quoi on pourrait aller. Et peut-être que ce soir, quelqu'un d'autre va être attaqué. Il faut que personne n'aille dans la forêt. Enfin, ça fait, c'est dangereux. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est dangereux. Enfin, moi, je sais pas. Tu as peut-être, je sais pas si je sais lire. Pas, non. T'as appris un petit peu. Mais Tu as peut-être d'autres histoires qui pourraient correspondre. Enfin, en tout cas, il faut que personne n'aille dans la forêt. Tu sais pas lire des livres. Tu sais que personne va en faire la nuit, hein. Parce qu'il y a pas d'éclairage, quoi. Oui, mais ouais. Mais oui, tu as raison. Alors, si ça te rassure, si ça te rassurerait, Hélène, je peux aller en parler au maire ou aux gens du village mais je pense que ça a déjà été fait, non? Déjà, moi, j'essaie de m'occuper de toi, Hélène. Je boude. Tu boudes, ok. Donc elle te donne quand même de quoi t'apaiser, elle prend soin de toi, en fait, elle te nettoie, les machins, etc. Et elle essaie de t'apaiser. Toi, t'es allé retourner chez toi, Arthur? Ouais. Vraiment, il y a un truc, c'est que comme je sais qu'aussi comme en fait ma maison donne sur la place, je peux voir la fontaine. Oui. Moi, je me mets à la fenêtre et puis je suis assis, je m'occupe en lisant. Et en lisant le journal par exemple, puis je regarde alors que la nuit commence à tomber, je regarde la fontaine, je vois les Quitte à t'endormir à la fenêtre. Pas forcément m'endormir, mais je regarde la fontaine. Ok. Et toi, Gustave? Bah du coup, après avoir prévenu le maire Hautefeuille, je pense que je vais retourner à l'abbatiale, et puis si le corps est arrivé, je vais prendre un peu de temps pour le regarder, D'accord. essayer de comprendre, me rassurer, c'est un bien grand mot, mais essayer de tracer des hypothèses sur ce qui a pu arriver à Alfred, et puis de rechercher dans la mémoire. Je sais qu'on avait discuté du libéraux quand on était enfant avec Arthur, mais de tout ce que moi j'ai appris, ça fait pas sens en soi Non, c'est une étrange créature rôde comme ça. Je sais que les forces du mal sont existantes, mais pour moi c'est pas une créature qui en fait partie, c'est pas. Non, peut-être pas, non. Oui, t'essaies voilà, c'est t'as les forces du mal, mais les forces du mal, c'est le diable, c'est pas les bérous, quoi. Et Des choses beaucoup plus insidieuses et malignes que une simple. Pour toi, si c'était une force du mal, ce serait peut-être le diable qui aurait tenté un homme, qui l'aurait rendu fou, qui aurait fait agresser Alfred. C'est plus ça. C'était peut-être plus sur ce domaine-là. Donc tu te dis, peut-être t'es en train de passer dans ta tête qui est-ce que dans le village aurait pu faire ça, qui est-ce qui est assez fort pour faire ça. Mais puis tu passes les têtes, mais non, mais t'as vu les gens qui quelqu'un étranger au village. Enfin bon, tu te poses ce genre de questions effectivement. Avant d'aller te coucher, je suppose. On peut faire une prière pour Alfred, faire une prière pour l'entièreté du village, pour qu'on passe une nuit pas tranquille, mais une nuit sereine malgré les événements. Et puis oui, après. D'accord. Tu fais tout ça et ensuite tu vas dans ta cellule pour dormir après avoir pris une dernière fois. Hélène, toi Exantine a œuvré, elle a fait le dîner, elle t'a laissé de te reposer. Et effectivement, tu aurais attendu peut-être un peu plus d'empathie de sa part ou de compassion, mais elle est très pragmatique en fait. Églantine, elle agit toujours un peu. C'est ce que t'as amené quand tu as aidé son aide herboriste. Elle était toujours pragmatique avec les gens, elle le rassurait avec des mots, mais pas forcément avec beaucoup de tendresse. Et toi, t'étais un peu plus dans l'empathie avec les enfants ou les personnes âgées. Et donc c'est pour ça qu'ils aiment bien que tu l'accompagnes souvent, Églantine. Pour elle essaye vraiment de résoudre le problème pour qu'il soit résolu, quoi. C'est plutôt ça. Et c'est peut-être ça qui t'a un peu. Peut-être tu t'effondres de sommeil. Je sais pas comment quand tu. Je pense que il va se passer du temps avant que je réussisse à trouver le sommeil, parce que je vais penser aux diverses légendes que je connais, et donc ce sont souvent des
des monstres en fait. Et donc ça m'inquiète et je me dis il y a un monstre dans la forêt et comme moi je suis apprentie arboriste, et ben je vais souvent dans la forêt, donc ça me pose problème et puis je m'inquiète de qui pourrait être blessé voire pire dans les prochains jours. Donc il y a pas mal d'angoisse et au final effectivement de fatigue. Tard dans la nuit je tombe de sommeil. Ok. Tu regardais la fontaine, Arthur, et puis la nuit tombe au fur et à mesure. Tu vois que tout le monde est allé regagner sa couche, aller trouver le sommeil, et dehors le vent a cessé. Les bruits nocturnes de la forêt vous font peut-être un peu frémir. Et il est connu que le lébérou va courir toute la nuit de village en village pour passer près des fontaines ou près des églises. D'un seul coup, tu sais plus trop si c'est fontaine ou église, t'as un doute. Parce que sinon, un autre homme se transformera à son tour. Et alors que tu es tout seul à l'étage, t'as vu sur la fontaine toutes les pensées que t'as, je sais pas vers où elles vont, Je dirais que c'est une grosse journée quand même. Voilà, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc tout se bouscule un petit peu. Tu vas te coucher? Oui. Tu penses à quoi pour commencer ta nuit? Tu pars sur quel... J'espère que la tête d'Hélène ira bien. Et que j'espère que la journée de demain sera une journée plus calme. D'accord. Donc en fait, tu endors en espérant plus de sérénité pour le lendemain. Oui. Et avec peut-être la dernière pensée qu'il y a avant que le sommeil te prenne, c'est Hélène. D'accord. C'est Hélène, d'inquiétude pour sa santé, t'es parti, t'es dans tes rêves et tu t'endors. Effectivement, je ne pourrais pas lui écrire de lettres. Et Gustave, toi, tu sais que demain, tu vas sans doute pouvoir composer avec les superstitions locales. Que c'est qu'il va falloir s'occuper du garde champêtre, de lui donner la dernière onction. Il va falloir que tu t'occupes de tout ça. Et alors que tu t'endors, tu fais des cauchemars un peu inexplicables. Et t'arrives pas à en sortir et tu vois la femme qui te hante un peu. Tu la vois, elle est allongée dans la forêt, elle est nue, extrêmement belle, mais elle est morte. Et tout le village te conspue parce que tu as rejeté les superstitions. Parce que tu t'es remis qu'au Seigneur et t'as pas su protéger cette magnifique jeune femme. Et t'es mis au pilori, en fait, par tout le village et on t'accuse de sa mort. Et donc ça t'empêche de dormir, ça te rend très agité. J'aimerais que tu me tires une carte, s'il te plaît. Ce rêve te fait douter. Ta foi est en question, là. Et ça t'empêche clairement de passer une nuit, de finir ta nuit. En fait, tu finis ta nuit éveillé dans ton lit tout le temps. Hélène, toi, tu es complètement épuisée de tes émotions au bout d'un moment. Et tu t'endors. Et t'as un sommeil très très lourd, profond. Qui tombe sur toi comme une masse. Et le matin arrive et tu te réveilles et tu es fatigué encore. Tu es fatigué le matin et encore troublé de tout ce qui t'est arrivé la veille. Tu as pas très faim, tu es un peu t'as pas d'appétence. Tu t'interroges, t'aimerais comprendre ce qui t'est arrivé, comprendre ce qui est arrivé à Alfred. Voilà. Qu'est-ce que vous faites les uns les autres Moi, je retourne à la boutique parce que les couteaux, ils vont pas se faire tout seuls. Ok, ok, très bien. Moi, je dis à Glantine que, évidemment, là, je vais pas aller en forêt aujourd'hui. Tu descends voir Églantine. Ah, parce qu'elle est déjà pas là quand je me lève le matin. Là, tu étais à l'étage, donc tu te réveilles. Ah. Donc toi, Arthur, tu te réveilles, t'es dans ton lit, tu te dis, il va falloir que j'aille m'occuper de mes couteaux parce qu'ils vont pas se faire tout seuls. Néanmoins, t'as quand même une pensée pour Hélène et t'espères qu'elle va bien. Parce que la nuit s'est passée, elle était pas bien hier, t'as quand même une pensée, De toute façon, je la verrai passer automatiquement par... Ouais, mais ça te travaille, parce que d'habitude, t'attends qu'elle passe.
Et là, est-ce que tu serais capable d'attendre qu'elle passe sans prendre des renseignements avant? Voilà, t'as quand même cette petite crainte qu'elle ne passe pas. D'accord. Hélène, toi, t'es dans ton lit et tu veux aller voir Églantine, c'est ça? Oui, je descends. D'accord. Et toi, Gustave? Je pense que je vais prendre un peu de temps pour moi, pour me plonger dans les prières et des lectures, pour essayer d'effacer le doute qui a commencé à poindre. Et après, me dire, la journée va être longue et il y a beaucoup de choses à faire, donc m'atteler après au plus vite à rassurer. Donc en fait, dès le matin, alors que t'as pas dormi, en fait, Essayer, très tôt, ouais. tu commences à faire tes prières pour essayer de trouver le sommeil. Les cloches de l'abbatiale sonnent très tôt. C'est le moment où d'habitude tu sors, tu vas commencer à préparer. Tu sais que tu vas devoir affronter les villageois. C'est le moment où chacun se réveille. Arthur, donc toi, t'as ce sentiment que Hélène, il lui arrive quelque chose où il est, voilà. Hélène, toi, tu descends et tu t'aperçois que rien chauffe sur le feu et que Églantine n'est pas là. La porte de la maison est entrebâillée. Donc c'est anormal ça, d'habitude elle est là. Ouais, oui, sauf si elle part tôt pour une urgence, si quelqu'un s'est fait mal ou si quelqu'un D'accord. la porte est entrebâillée, elle est pas fermée. Ouais, j'approche doucement de la porte. La Et porte la porte d'entrée la porte d'entrée, qui est ok, très bien. entrebâillée. Ok. Et je la pousse plus du doigt. Elle s'ouvre, Parce que tu vois je le suis intriguée, village je qui commence à comprends pas. prendre vie. Derrière, t'entends les cloches qui sonnent. Gustave, tu ouvres les portes de l'abbatiale. En fait, tu sors et tu t'aperçois et tu découvres avec horreur le corps d'une femme qui est allongée devant le porche. Je vais potentiellement jurer. Tiens, jurer de façon respectueuse. Et je me précipite où je vais voir est-ce qu'elle est décédée, est-ce qu'elle est inconsciente. Elle est un peu froide. Elle est décédée. C'est Églantine. Ok. Je pense que je panique intérieurement. De me dire en fait on compte sur moi, c'est à moi de prendre des décisions et là je me retrouve avec avec ça. Je pense que je regarde si je vois. Il y a des gens qui commencent à s'attrouper, des gens qui commencent à crier et dire qu'est-ce qui se passe, encore un mort, et le libéraux, et il y a des gens qui commencent à parler comme ça, et une animation qui se fait sur la place. Tu constates ça, Arthur, t'entends des bruits, Je sors. et tu vois ton frère qui est devant, debout. En fait, les villageois se tiennent un peu à distance. Il est tout seul devant avec sa tenue et un corps devant lui. Je m'approche, hein, bien entendu. Donc je vois que c'est Églantine. Oui. Je regarde si Hélène est là. Alors Hélène, je sais pas ce que t'as fait toi une fois que t'as ouvert la porte, que tu t'aperçois que le village prend vie et peut-être t'entends au loin des... En fait, j'ai du mal à me rendre compte si je suis loin de là où il est. En fait, qu'est-ce t'es que pas je loin à vois, vol d'oiseau, mais tu donnes pas sur la place. Faut que ta rue, elle fait un tour en fait. C'est tout. D'accord, je donne pas sur la place, donc moi j'entends des trucs mais je vois pas. En Ouais, fait, t'entends je quand même m'approche. des éclats de voix. Hein. De toute façon, je comptais me rendre sur la place, donc Tu la vois, jusqu'au bout de la Arthur, rue. tu vois Hélène arriver de sa rue en fait. Je vais vers elle. T'essaies de masquer un peu la vue. Non, je pense que je vais pas pouvoir masquer très très longtemps. D'accord, Mais donc t'essaies de te précipiter vers elle. Non, je me précipite pas pour lui dire la mauvaise nouvelle, mais je vais vers elle en Ok. fait. Et le Hélène, visage un peu grave. Tu vois là, il y a quelques personnes qui sont là sur la place. Il y a Arthur qui vient vers toi, il y a Gustave qui se tient au loin, et il y a une silhouette étendue par terre. Bonjour Arthur. Bonjour. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Il est arrivé quelque chose avec Églantine. Comment ça arrivé quelque chose? Je Elle est où? je désigne, Et je désigne du doigt l'attroupement. je cours, encore une fois. Tu cours. Ouais. Donc tu laisses passer Hélène qui court vers. Ah bah oui, bien sûr. Gustave, tu es devant le corps. Tu vois Hélène qui arrive. Je murmure je suis désolé, je ne comprends pas. Et après, je pense que il y a toujours les éclats de voix autour de nous. Ben non, les gens ils commencent à parler un peu plus bas, tu vois, et par entre eux ils vont avertir les uns les autres, tu vois, ça se répond comme une traînée de poudre. Je pense que mu par un peu cette panique et un peu la fatigue, je vais désigner un des villageois et lui dire un peu sèchement, va chercher le maire. Ok, et tout le monde est un peu impressionné de cette autorité que tu as, un peu ce changement de ton, et il te regarde et
Bon, Dépêche-toi. il hausse les épaules et tu aperçois alors il y a des personnages locaux traditionnels dans le village. Il y a notamment un vieil homme qui passe son temps sur les bancs de l'abbaye comme ça. Et c'est Pierrot, il est avec sa canne. Et il y a une espèce de petite mamie qui est là, tout en noir, très dévote. Et en fait, quand tu dis comme ça, elle est dans son coin, vous l'apercevez, pas forcément toi, Hélène, parce que tu fais pas attention, mais elle opine de la tête comme ça. Ah oui, c'est bien. Et donc l'homme un peu choqué au début, quand tu continues à insister, il décide d'y aller, il part voir le maire. Hélène, tu arrives devant le corps d'Églantine. Donc oui, en fait, j'écarte les gens et dès que je vois le corps, en fait, je me mets à genoux et je commence à pleurer et je l'enlace et je pleure, en fait. Je te l'avais dit, Églantine, je te l'avais dit. C'est dangereux et tu devrais dû me croire. Et puis après, je dis, les Bérous. Et ainsi se termine La jeune fille et la mort, épisode 2.